Bonjour, aujourd'hui 10 juin 2026, il est 17h30 heure Montréal, New York. Imaginez la scène, en 48 heures, un seul appareil abattu au-dessus d'une bande d'eau de 50 kilomètres a suffi de rallumer une guerre que tout le monde croyait en train de s'éteindre. En fait, un hélicoptère américain tombe près du détroit d'Ormuz. Le président des États-Unis désigne aussitôt un coupable. Des frappes partent. L'Iran riposte sur trois pays du Golfe. Mais le fait le plus important de cette séquence, c'est peut-être celui dont on parle le moins. On ne sait toujours pas avec certitude ce qui a fait tomber cet hélicoptère. Euh, va revenir aux faits. Donc, chronologiquement, comment ça s'est passé strictement? Le lundi, un hélicoptère de combat américain, de l'armée américaine, un Apache 64, s'abîme en mer près du détroit d'Ormuz, au large d'Oman. Ces deux membres d'équipage sont récupérés sains et saufs. Selon CBS, puis NBC, euh, on dit par un drone de surface. La cause dans l'immédiat n'est pas établie. Le mardi, donc hier, Trump tranche publiquement sur son réseau Truth Social. Il affirme que l'Iran a abattu l'appareil et que les États-Unis doivent répondre. Mais la nuance vient des siens. Des responsables américains cités par Axios et CBS indiquent qu'un drone iranien aurait apparemment percuté l'hélicoptère sans qu'on sache s'il s'agissait d'une attaque délibérée ou d'un accident. Côté iranien, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ne revendique rien. L'agence mère précise que la responsabilité n'a été assumée. Mardi soir, le commandant central américain, le CENTCOM, lance ce qu'il appelle des frappes d'autodéfense, présentées comme une réponse proportionnée. Les médias iraniens rapportent des explosions sur l'île de Qashm, de Sirik, de Jask, puis à Bandar Abbas. Tous des points du détroit. Le mercredi, aujourd'hui, à l'aube, l'Iran riposte. Des frappes visent des bases américaines à Bahreïn, au Koweït, puis en Jordanie. Dans la même journée, aujourd'hui, la marine américaine met hors d'usage un pétrolier dans le golfe d'Oman. Trois membres d'équipage portés disparus. Et Trump annonce une prolongation sans échéance du cessez-le-feu, tout en maintenant le blocus naval. Donc voilà les faits. Le reste, qui a vraiment frappé et pourquoi maintenant, révèle de l'interprétation. Donc, on ne sait pas réellement qui a organisé ou commis ces frappes. Donc, pour comprendre, on revient sur le contexte. Donc, pour comprendre comment un incident isolé peut menacer une région entière, il faut remonter à quelques mois. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des frappes massives contre l'Iran. Elles tuent une partie de la direction du pays, dont le guide suprême Khamenei. Puis c'est le début, ce qu'on appelle désormais la guerre d'Iran de 2026. La riposte iranienne est immédiate, missiles sur Israël, frappe des bases américaines et des pays alliés du Golfe, et surtout, fermeture de détroit d'Ormuz, par où transite un cinquième du pétrole mondial. Les États-Unis répliquent en avril par un blocus naval. Depuis le 13 avril, ils empêchent les navires de quitter les ports iraniens. Le 8 avril, un cessez-le-feu entre les deux de 2 semaines est conclu, négocié non pas par le Qatar ou le Oman, mais comme souvent par le Pakistan. Des pourparlers donc s'ouvrent à Islamabad. Côté américain, c'est le vice-président J.D. Vance qui doit conduire la délégation. Mais les positions sont inconciliables. Le plan iranien en 10 points, réclamé selon des médias d'État repris par la BBC, le droit d'enrichir l'uranium, puis la levée de toutes les sanctions imposées. Washington n'a accepté ni l'un ni l'autre. Quelques semaines plus tôt, Trump écrivait qu'il n'y avait pas d'accord, sauf reddition inconditionnelle. Le ton a changé, mais le fond du désaccord, non.
Donc, entre deux séances de négociation, les armes ne sont jamais tues. Le détroit est devenu une zone de friction permanente. D'un côté, des avions et des hélicoptères américains qui traquent les vedettes rapides et les drones iraniens. De l'autre, des essaims de drones iraniens omniprésents. Dans un espace aussi étroit et aussi militarisé, l'incident n'est pas l'exception, il est presque la règle. C'est dans ce décor que l'Apache est tombé. Donc, si on part dans l'analyse, posons une question. Sur quoi repose la décision de frapper? Officiellement, sur une agression iranienne injustifiée. Mais quand on lit les déclarations des responsables américains eux-mêmes, l'édifice est plus fragile qu'il n'y paraît à nos yeux. Un drone iranien aurait apparemment touché l'hélicoptère. Il n'est pas établi que ce soit intentionnel. Et l'enquête, mardi matin encore, n'avait pas conclu que c'était bien un tir iranien qui l'avait fait tomber. Autrement dit, entre la version technique prudente et conditionnelle des services et la version politique affirmative et disons martiale du président, il y a vraiment un écart. Donc c'est la seconde qui a déclenché les frappes, celle du président. Donc ce décalage, c'est le cœur du sujet. Dans une crise, l'attribution n'a jamais été neutre. Décider qui a fait quoi et avec quelle certitude, c'est déjà choisir d'escalader ou de désamorcer. Ici, l'incertitude a été levée par le discours, pas par l'enquête. Deuxième observation, la posture de Trump qui est en apparence contradictoire. Il ordonne des frappes, puis il répète qu'il ne veut pas d'un bombardement lourd. Beaucoup de gens seraient tués, ce qu'il dit en substance. Qui voudrait ça? Lui, ce qu'il veut, il veut un accord. Il considère que son vrai levier n'est pas militaire mais économique. Le blocus maintenu en pleine force jusqu'à un accord définitif. La frappe de 9 juin, c'est donc pas une marche vers la guerre totale, elle ressemble davantage à une réponse calibrée pour ne pas perdre la face sans faire dérailler les négociations qu'il souhaite. Troisième pièce, Israël. Quelques jours plus tôt, Israël et l'Iran avaient échangé leur première frappe directe depuis la trêve d'avril. Israël poursuit sa campagne contre le Hezbollah au Liban. Trump avait averti Benjamin Netanyahu qu'à force de frapper, il se trouvait seul, ce qui dessine un paradoxe. Le principal allié de Washington est aussi le principal facteur de déstabilisation de la trêve que Washington dit vouloir. Quatrième pièce, l'Iran, sa riposte sur les bases de Bahreïn, Koweït et Jordanie est lourde de symboles mais reste dans une registre de signal. Araqji prévient que Téhéran préfère la diplomatie, mais sait parler d'autres langages aussi. Téhéran, sur ça, joue sur deux tableaux. Maintenir le verrou sur le détroit de Hormuz comme monnaie d'échange tout en évitant le geste qui va justifier une guerre ouverte. Donc, ce qui se joue dans le détroit, au fond, ce n'est pas un duel d'hélicoptères. C'est le bras de fer économique, le blocus contre le verrou maritime. À chaque incident, armée sert de carte dans une partie de négociation. Le risque, c'est qu'une de ces cartes, un jour, ne soit plus un accident maîtrisable. Si on veut partir vers analyser les angles morts, ce que les médias, les médias ne disent pas ou disent peu, d'abord, la prudence des services a disparu du récit dominant. La plupart des reprises retiennent une seule chose, l'Iran a abattu un hélicoptère américain comme un fait. Mais l'incertitude sur l'intention, pourtant exprimée par des responsables aussi américains, s'évapore en route.
Une décision de frappe s'est appuyée sur une attribution que Washington lui-même ne présente pas comme certaine. C'est exactement le type de séquence où il faut demander non pas seulement que ce n'est-il passé, mais à qui profite la version retenue tout le temps. Ensuite, la vraie guerre est peut-être économique. Le blocus coûterait des milliards à l'Iran, on le sait. Hormuz, c'est un cinquième du pétrole mondial. Et l'inflation aussi américaine a dépassé la barre de 4%. Énorme. Cette crise frappe aussi les portefeuilles occidentaux. Un angle quasi absent des couvertures, qui préfèrent le dramaturgie militaire au prix de l'essence. Enfin, un mot sur les sources arabes qui ont nourri ce sujet. Les chaînes d'opposition et de l'axe de la résistance disent l'épisode comme un Trump acculé, voire un aveu de défaite. C'est exagéré peut-être. Trump a ordonné des frappes, il est acculé, oui, probablement, mais il n'a rien concédé lui aussi. Mais elle capte aussi quelque chose que la presse occidentale manque souvent, la réticence visible du président américain et les limites réelles de son levier face à un Iran qui tient le détroit. La vérité ici, ce n'est ni dans le triomphalisme de l'un, ni dans le silence de l'autre. Elle est dans l'écart entre les deux. Donc, pour conclure, où on est actuellement à l'heure où nous publions cette vidéo. Le cessez-le-feu est prolongé sans doute de fin. Le blocus naval tient et des pourparlers restent attendus à Islamabad, au Pakistan. Sur le papier, rien n'est rompu. Dans les faits, chaque appareil qui survole le détroit, chaque drone, chaque pétrolier intercepté est une étincelle potentielle. La question qui restera ouverte cette semaine est simple et inconfortable. Assistons-nous à une montée délibérée des enchères, un échelon de plus dans une stratégie de pression ou un accident structurel presque inévitable dans un détroit saturé d'armes et qu'aucune des deux capitales ne peut se permettre d'appeler un accident. Donc, tant que personne ne tranchera honnêtement cette question, le détroit d'Ormuz restera ce qu'il est devenu, l'endroit du monde où une erreur peut coûter une guerre. Dites-moi en commentaire comment vous lisez cette séquence. À la prochaine sur Voix interdite. Merci, à la prochaine.